Pour tout le monde, je suis ici avec David Demers de INCA à Montréal. David, c'est le directeur général de la Fondation INCA à Montréal. Et puis, David allait nous aider avec la conférence NOHL à Montréal. David allait être le maître de cérémonie. Et puis, il allait vraiment nous donner un coup de main avec la conférence, avec son français, son anglais, ses connexions à Montréal, et puis son expérience avec NOHL. Je vous introduis David. Et puis, David, premièrement, vous avez été atteint du NOHL il y a comme longtemps. Et puis, pouvez-vous nous donner un peu de background sur votre expérience et votre carrière professionnelle à INCA? Bien sûr, ça va me faire plaisir. Puis merci, Kevin, de m'accueillir aujourd'hui, puis d'avoir une conversation avec moi. Ça fait plaisir. Je suis vraiment désolé. Je trouve ça dommage de ne pas pouvoir être le maître de cérémonie cette année à la conférence NOHL à cause de la pandémie. C'est quelque chose que j'avais vraiment hâte de faire. J'ai pas pu participer aux autres conférences, puis ça me décevait. Dans les autres années, je voulais vraiment avoir la chance de rencontrer d'autres gens comme moi qui vivent avec la maladie de Lebert. Et puis, c'est toujours plaisant d'échanger avec d'autres gens, de savoir comment d'autres gens vivent avec ça. Puis c'est pour ça que ça me fait toujours plaisir aussi de partager mon expérience avec NOHL. Moi, en fait, j'ai perdu la vue soudainement à l'âge de 29 ans. Fait que ça fait à peu près 10 ans de ça. Et puis, j'étais en plein, en plein dans une carrière de chef cuisinier et de photographe commercial. Fait qu'évidemment, c'était un gros choc pour moi parce que c'est des métiers très visuels, très physiques et tout ça. Puis du jour au lendemain, je me suis retrouvé à avoir ma propre compagnie, à travailler 50 heures semaine, à tout d'un coup plus travailler. Puis c'est vraiment ça que j'ai trouvé dévastateur. Je me disais, je vais-tu travailler un jour? Je veux continuer à contribuer à la société. C'est vraiment à partir de là que mon parcours a commencé. Puis c'est pour ça aussi que je me considère chanceux parce qu'au travers de mon parcours, j'ai eu beaucoup d'aide, beaucoup de chance, malgré le fait que j'ai travaillé fort aussi là, pour m'en sortir, mais j'aimerais ça que les autres gens dans ma situation aient les mêmes chances que moi j'ai eues. Fait que c'est pour ça que je suis là aujourd'hui à INCA. Si tu as des questions sur mon parcours, là, je suis un livre ouvert, ça va me faire plaisir, Kevin. OK, ben à INCA, ça fait depuis comment longtemps que tu es là? Ça va faire 3 ans au mois d'août, fait que presque 3 ans. Mais j'étais impliqué depuis très longtemps à INCA. En fait, dès le début de ma perte de vision, je savais qu'il fallait que je réoriente ma carrière. Donc, j'ai décidé de finir mes études au cégep. Je n'avais pas fini mon diplôme au cégep en communication. Fait que j'ai fini ça. Puis après, je suis allé à l'université en me disant, ben si ça va bien, je vais pouvoir faire un bac à l'université. Et j'ai décidé que je voulais aller dans un domaine où j'allais pouvoir aider d'autres gens dans ma situation. Fait que je suis allé en affaires publiques et communautaires et j'ai étudié en philosophie pour le plaisir parce que j'aime beaucoup la philosophie. Et dès ce moment-là, quand je pouvais, je faisais tous mes projets d'université sur la perte de vision, sur la cécité et la vision partielle. Je voulais comprendre le milieu, je voulais comprendre pourquoi les personnes aveugles sont dans la situation qu'elles sont dans la société, à être si peu à travailler, par exemple, ou avoir autant de mythes et de mauvaises conceptions sur c'est quoi être aveugle dans la société ne comprend pas en général. Fait que je me suis impliqué et j'ai commencé un stage à INCA. J'avais fait un stage non rémunéré parce que je voulais prouver qu'une personne aveugle peut travailler. Et puis, INCA m'ont donné cette chance-là. J'ai travaillé en communication pendant presque un an. J'ai organisé le salon Point de connexion que je pourrais vous parler tout à l'heure aussi. À l'époque, ça s'appelait Technovision. Et puis, au fil des années, je m'impliquais beaucoup dans les événements, les levées de fonds.
on m'a demandé de devenir porte-parole, fait que j'allais dans les médias tout le temps. Et puis, finalement, je suis devenu membre du conseil d'administration. Et avec le temps, ben, éventuellement, une opportunité s'est présentée, puis on m'a offert le poste de directeur général. C'est drôle parce que j'avais comme objectif de carrière d'aboutir chez INCA, puis vraiment, je suis content que c'est arrivé. Et puis, c'est intéressant parce que moi, j'ai perdu ma vision à peu près au même temps que toi. Moi, j'avais 19 ans, par contre, alors tu es à peu près 10 ans, t'es à peu près 10 ans plus vieux que moi. Mais as-tu trouvé ça difficile à l'université avec être capable d'apprendre, d'accomplir les tâches à l'université? Parce que à ce point-là, à l'époque, moi, heureusement, pour moi, il y avait ZoomText, il y avait des outils, et puis il y avait des services à l'université qui m'ont vraiment aidé. As-tu eu une expérience similaire? Oui, j'ai eu des bonnes et des mauvaises expériences au fond. Puis la première chose, comme tu as mentionné, ZoomText et tout ça, il fallait que j'apprenne comment utiliser la technologie avant d'aller aux études. Fait que j'ai commencé lentement, comme je disais, j'ai dû finir mon cégep, fait qu'il me restait juste 2 cours à finir. Fait que ça m'a donné le temps de m'imprégner lentement là-dedans et de m'habituer avec les outils, la technologie, mais aussi IMCA m'a donné une formation sur l'ordinateur. Fait que ça aussi, je pourrais vous en parler plus tard des services d'IMCA, mais IMCA m'a donné le petit coup de pouce qui me manquait pour aller chercher les compétences sur l'ordinateur qui me manquaient. Et ça m'a donné beaucoup de confiance. Et ça m'a aidé à commencer l'université. Et c'est vrai qu'à l'université, il y avait un bureau, un service d'aide aux étudiants qui vivent avec un handicap. Ça aussi, ça l'a beaucoup aidé, les services par exemple, on a accès à quelqu'un qui peut prendre des notes pour nous. Il y a différents services qu'on a, mais le plus important, je trouve, là-dedans, c'est que j'étais capable euh, accepter ce qui m'arrivait et puis pas beaucoup de gens étaient dans ma situation voudraient peut-être faire ça, mais moi, à chaque début de cours, à chaque début de session où j'allais devant la classe et j'expliquais aux gens ma situation. Je leur disais, écoutez, moi, je vois pas, fait que si je vous croise dans le corridor, dites-moi bonjour, parce que si je vous dis pas bonjour, c'est pas parce que je suis impoli, c'est parce que je vous vois pas. Fait qu'il y avait toutes ces interactions-là, ça me permettait de dire aux gens, moi, j'ai besoin d'aide avec les notes, y a-t-il quelqu'un qui veut m'aider? Fait que j'avais pas peur de auto-revendiquer mes besoins. Puis c'est là que c'est important. Parce que si on fait juste attendre que tout le monde va nous savoir comment nous aider, ça risque d'aller mal. Mais si on exprime nos besoins, ils vont être vraiment contents de le savoir. Mais je dirais là où j'ai eu le plus de problèmes, puis il y a beaucoup d'étudiants qui vivent ça. En fait, l'année dernière, on a écrit à tous les recteurs de toutes les universités au travers du Canada. Ça m'arrivait souvent de recevoir mes livres en format adapté, parfois même jusqu'à rendu à la mi-session. Fait que ça prenait des semaines, des fois plus qu'un mois à recevoir mes livres. Fait que je me retrouvais en retard tout le temps. Ça, c'était très difficile et très décourageant. À chaque mi-session, je me disais, ah, j'y arriverai pas, j'ai trop d'ouvrages, j'ai les lectures qui ont empilé, comment je vais faire? Puis là, ben, je me retroussais les manches, puis je travaillais fort, puis je réussissais, mais c'était vraiment toujours à chaque session, ça recommençait. C'était vraiment stressant et difficile, cette partie-là. Ben, je sais que ça dépend beaucoup sur l'université. Moi, j'ai vraiment eu une bonne expérience parce que à McMaster, ils avaient vraiment une bonne équipe. Puis j'avais toujours mes livres, j'avais quelqu'un dans mon coin qui se battait pour moi quand des enseignants voulaient pas donner des réseaux qui étaient adaptés à ce que j'avais besoin. Ouais. Puis, ben, j'étais vraiment chanceux, mais je sais que c'est quelque chose qui est très important pour moi parce que je sais que il y en a plusieurs d'autres qui n'ont pas eu une expérience pareille. Ouais, c'est ça, c'est vrai. Ouais. Et puis, quand tu es devenu atteint à 29 ans, est-ce que tu étais au courant que la maladie était dans ta famille? Non, pas du tout. Euh, on savait qu'on avait un arrière-oncle qui avait de la difficulté à voir, puis il travaillait comme caissier dans une épicerie, puis
il était connu pour ça, qu'il fallait qu'il mette l'argent très proche de son visage. Mais on ne savait pas que c'était une maladie dans notre famille. C'est suite à ma perte de vision qu'on l'a su avec les tests génétiques. Euh, Puis c'était quand même un choc pour notre famille, c'est certain. Alors, ça a pris longtemps pour avoir la confirmation que c'était le Leber. Oui, parce qu'il faut faire le test génétique pour avoir vraiment la réponse certaine. Et puis ça prend presque un an à avoir les résultats dans certains cas. Moi, ça m'a pris pas loin d'un an. Wow. Mais après ça, ce qu'on m'a dit, c'est que j'ai d'autres membres de ma famille qui voulaient se faire tester. Puis un médecin génétique nous a dit que ça ne valait pas la peine parce que c'était sûr que tout le monde dans ma famille l'avait. Oui, c'est ça. Mm. Ben, j'ai eu une expérience similaire parce que nous, on n'était pas vraiment au courant non plus. Donc, mais aux conférences aux États-Unis aussi, puis au Canada, avec tous les gens atteints de la maladie que je parle, c'est souvent le cas qu'ils n'étaient pas au courant, puis ils ont pris le même processus que moi et toi. Et puis, c'est juste comme ça que ça se passe souvent. Donc, Ouais, puis ajoute à ça le fait que la plupart des médecins et ophtalmologues ne connaissent pas la maladie, fait que ça donne encore plus d'ambiguïté quand on dit ça. ouais. Ben, OK, ben, on est en train de vivre dans un temps un peu intéressant avec le COVID. Et puis, comment les choses se passent avec vous, chez vous, présentement, avec, je sais que ta femme et ta petite fille qui a 2 ans, c'est-tu difficile à faire du télétravail? Et puis, est-ce que tu aimes ça? Moi, j'aime le télétravail, là. Ça fait plusieurs années que j'ai la chance d'en faire. Pour un autre job avant ça aussi, je voyageais puis je faisais du travail à la maison. Fait que c'était le meilleur des deux mondes. J'aime ça. Là, ce qui est différent dans ces temps-ci, par contre, c'est qu'on est deux à travailler à temps plein avec une fille de 2 ans, puis on n'a pas de garderie. Fait c'est cette partie-là qu'on trouve difficile. Notre moral est bon, on est de bonne humeur, mais on est fatigué parce qu'on n'a pas beaucoup de temps pour nous. On s'occupe constamment de notre fille. Mais la bonne nouvelle, c'est que notre fille, vu qu'elle a juste 2 ans, elle a le goût d'être avec nous en ce moment. Fait que ça, c'est Ça bien. va changer un jour. Oui, je pense que oui. Mais tu sais, en général, ça se passe bien, là. On est content, puis on s'isole le plus qu'on peut. Et puis, j'imagine qu'à INCA, il y a plusieurs programmes qui se font virtuellement. Pourrais-tu nous partager certains des programmes et des initiatives que vous êtes en train de faire? Oui, absolument. À INCA, au Québec, ben, au Canada au complet, on savait qu'il fallait mettre le pied sur l'accélérateur et heureusement, il y a beaucoup de nos services qui ont été reconnus comme essentiels par le gouvernement. Donc, on a pu continuer. Ce qu'on trouve difficile, par exemple, c'est qu'il y a une grosse baisse de revenus, évidemment. Beaucoup d'événements de levée de fonds ont dû arrêter, mais ça ne veut pas dire que nous, il faut qu'on arrête. Dans les temps de crise, c'est là que les gens ont plus besoin de nous. Puis on savait que les personnes aveugles ou en perte de vision ou vision partielle, nommez-le comme vous le voulez, on vit toutes de l'isolement déjà au départ. Il y a des personnes, c'est pire que d'autres, les personnes aînées, par exemple, et tout ça, mais il y a des gens qui vivent vraiment l'isolement. Puis là, c'est pire ces temps-ci. Il y a des gens que des fois, juste aller à l'épicerie une fois par semaine, c'était ça leur sortie, ou il y avait un bénévole qui venait lire le courrier. Fait que là, ces gens-là vivent l'isolement encore plus. Fait qu'on savait qu'il fallait faire de quoi. Et puis là, on a mis en place beaucoup de services à distance. Mais ce qui est particulier du Québec, c'est que ça faisait déjà plus de 10 ans qu'on offrait des formations virtuelles ou à distance, des formations sur l'ordinateur, des groupes d'échange ou des groupes d'entraide psychosociale par téléphone. Fait qu'on était déjà très habitués avec ça, puis on faisait du télétravail déjà. Fait que la transition était facile, c'était plutôt d'augmenter le nombre de services en lien avec les besoins du COVID. Donc, on a commencé des cafés-rencontres en anglais et en français, où c'est juste pour briser l'isolement. Les gens peuvent se connecter par vidéo ou par téléphone, puis juste jaser entre eux, discuter de COVID ou pas de COVID, de leurs préoccupations.
juste échanger. On a également ce qui s'appelle Lit pour moi. Donc, on a des studios d'enregistrement, on fait des livres audio adaptés pour les personnes aveugles. Et là, les bénévoles, ils ne viennent pas au studio ces temps-ci. Fait qu'il y a une bénévole qui était animatrice à la télé avant, qui lit des histoires et des poèmes 3 fois par semaine. On a la version anglaise aussi de ça. On a plus de formation en technologie à distance, des groupes d'entraide psychosociale à distance. On a même commencé un atelier pour apprendre comment faire l'épicerie en ligne. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont de la difficulté avec ça. Fait qu'on donnait des trucs puis un soutien technique. Je pourrais continuer longtemps parce qu'on en a pour tous les groupes d'âge, pour des gens qui veulent juste s'amuser, pour des gens qui veulent continuer à développer leurs compétences pour le travail. On en a pour tous les goûts, tous les âges. Puis si on n'a pas ce que vous avez besoin, il faut nous le dire parce qu'on veut essayer de s'ajuster à la demande. Puis avant notre appel, vous avez partagé une statistique avec moi qu'un 5e de la population aveugle pendant la pandémie a perdu leur emploi. Quels sont les programmes pour ces gens-là? Bonne question, parce qu'en fait, on vient de terminer une étude, un sondage la semaine dernière, et j'ai vu les résultats préliminaires, c'est qu'il y a 1 personne sur 5, comme tu as dit en ce moment, qui ont perdu leur emploi. 1 personne sur 5, ça c'est parmi les personnes aveugles qui travaillaient déjà. Fait que c'est quand même aussi significatif que dans le reste du marché du travail. Et puis on sait qu'il y a 2 personnes sur 7, donc presque 30%, si je ne me trompe pas, qui ont vu une réduction dans leurs heures de travail. Alors, nous, on a depuis quelque temps le programme Carrière et emploi à INCA. Et c'est un programme où est-ce que les gens peuvent s'inscrire dans notre banque de talents. Donc, si vous avez une perte de vision, vous pouvez vous inscrire dans ce qu'on appelle notre banque de talents. Et dans ça, on détermine les profils de compétences. Donc, si vous nous dites, ben moi, je suis quelqu'un qui fait de la finance et de la comptabilité, ben lorsqu'on développe des relations avec des employeurs, parce que ça, c'est l'autre volet du programme, c'est qu'il y a beaucoup d'employeurs qui ne sont pas sensibles au fait qu'une personne aveugle est capable de travailler. Il y en a vraiment qui pensent que ce n'est pas faisable, qui ne comprennent pas. Fait qu'on fait beaucoup de sensibilisation. Et une fois que les employeurs comprennent qu'une personne aveugle peut travailler, on leur demande un engagement d'embaucher des personnes aveugles. Un bon exemple, c'est Apple a décidé d'embaucher 1 personne aveugle par magasin Apple au travers du Canada. Donc déjà, les 3 magasins Apple au Québec ont 1 personne aveugle qui travaille dedans. On a d'autres partenaires similaires comme Randstad, Canadian Tire, Brick, beaucoup de partenariats pour... en faisant partie de la banque de talents, vous allez être à l'affût de quels employeurs qui sont ouverts à embaucher. En théorie, ils devraient tous l'être, mais vous comprenez la situation. Et on partage des opportunités d'emploi, des foires à l'emploi. Fait que c'est 3 volets au programme Carrière et emploi. La banque de talent, la sensibilisation qu'on fait auprès des employeurs. Et puis, on offre aussi plusieurs ateliers pour les gens qui font partie de la banque de talent, comme comment utiliser LinkedIn ou comment créer un CV. Dans quelques semaines, on a un atelier où est-ce qu'il y a des gens, dont moi et d'autres, qui ont déjà ou qui travaillent actuellement, qui vont partager leur expérience pour aider les gens à développer des stratégies de recherche d'emploi, parce que ça peut être un peu différent quand on vit avec une perte de vision. C'est plate à dire, mais des fois, il y a des moyens, des stratégies qui font que peut-être on augmente nos chances d'être embauché. Fait qu'on utilise ça à notre avantage. Et finalement aussi, il y a moyen de peut-être s'inscrire pour le mentorat. Donc, on essaie d'avoir des gens aveugles ou non qui veulent servir de mentor à une personne aveugle qui cherche de l'emploi. Évidemment, on doit faire ça pour tous les niveaux parce qu'il y a beaucoup de personnes aveugles qui n'ont pas beaucoup d'expérience de travail. Fait qu'il faut aussi qu'on ait des expériences d'entrée de jeu pour eux. Et puis aussi du coaching pour l'entrepreneuriat. Si vous êtes une personne aveugle qui a une idée pour créer une business, ben là, prochainement, on va annoncer un site web qu'on a créé pour que les personnes aveugles puissent vendre leurs produits. Et puis nous, on va gérer ça pour eux.
La très petite commission qu'on va prendre, ça va être juste pour gérer le site web et ça donne une plateforme gratuite pour les personnes aveugles à faire connaître leur business et vendre leurs produits. Et puis, dans le programme entrepreneuriat, on peut vous coacher dans le développement de votre idée d'entreprise, dans la rédaction de votre plan d'affaires, dans votre stratégie de marketing et tout ça. On est là pour vous aider. Si vous êtes au Québec puis vous parlez juste français, c'est moi qui vais être là pour vous aider parce que j'étais un entrepreneur avant. Et puis, j'ai de l'expérience et des études en gestion. Donc, je suis là pour aider. Et puis, c'est ça. C'est un beau programme qui est en développement parce que c'est certain qu'il y a beaucoup de sensibilisation à faire dans le public. Puis, par exemple, la banque de talent, ça, c'est à travers le pays, c'est pas juste au Québec, n'est-ce pas? Exactement. Dans le reste du pays, ça s'appelle le Talent Pool en anglais. S'il y a du talent francophone dans le reste du Canada, on va les intégrer dans notre Talent Pool ici au Québec pour les opportunités francophones. Mais oui, tout ça, c'est offert. Tout ce qu'on fait, en fait, de plus en plus, on centralise pour que tout ce qui se fait au Québec est offert à tous les Canadiens francophones. Puis les anglophones au Québec, vu qu'on en fait un petit peu moins en anglais dans la Fondation au Québec, vont avoir accès à tout ce qui se fait dans le reste du Canada ou presque. Fait que c'est, à part si c'est quelque chose de vraiment très local, mais tout ce qui se fait virtuellement s'offre dans les deux langues. Est-ce qu'il y a des défis spécifiques aux francophones ou aux Québécois que vous vouliez mentionner? Je pense que les défis sont très semblables, peu importe où on se retrouve au Canada par rapport à l'emploi. Au Québec, en fait, même, je dirais que des fois, c'est peut-être un peu mieux vu qu'on a accès à une subvention sur notre salaire. Donc, un employeur qui veut nous embaucher au Québec, une personne avec un handicap, peut avoir jusqu'à 50% du salaire qui est remboursé par le gouvernement. On pourrait avoir une longue conversation philosophique là-dessus. Je ne suis pas nécessairement d'accord avec la prémisse derrière ça qui dit qu'une personne aveugle est moins productive et c'est pour ça qu'on compense le salaire. Je pourrais avoir une longue discussion là-dessus, comment je me sens, mais au moins, ça encourage les employeurs d'embaucher plus de personnes aveugles. Mais vraiment, je dirais la situation est pas mal similaire. C'est difficile, peu importe où est-ce qu'on vit au Québec. Il y a juste à peu près 25% des personnes aveugles qui sont sur le marché du travail en ce moment. Ça, c'est au Québec ou à Au travers le... Canada, ouais. Au Canada, puis c'est similaire, très proche au Québec, à peu près la même statistique. Et puis, c'est vraiment, c'est 3 fois plus que le taux de chômage régulier. Fait que et 2 fois plus que les autres handicaps. Fait qu'il y a vraiment, vraiment un problème au niveau de l'emploi pour les personnes aveugles. Il y a du travail à faire, c'est Ouais, certain. ouais. Ben, je sais que aussi, on va changer de sujet, on va continuer, mais je sais que récemment, vous avez fait partie d'une course à pattes avec votre chienne Lilo. Et puis, c'était une levée de fonds pour le programme de chien, d'un guide dog. Ouais, ouais. En anglais. Puis, voulez-vous partager un peu les détails? Et puis, Lilo, je l'ai rencontrée la première fois que je t'ai rencontré à votre bureau. Donc, elle est très cute. Et puis, tout se passe bien avec elle. Ah oui, vraiment, Lilo, je l'adore. Ça fait à peu près 6 mois que je l'ai maintenant, puis c'est formidable. Je suis un peu déçu, par contre, que je l'ai en début comme pas longtemps après, il y a eu la pandémie, parce que la première année avec un chien guide est très importante. C'est là que le chien apprend vraiment à te connaître, à apprendre ta vitesse de marche, à connaître tes déplacements. Fait qu'apparemment, le chien devient meilleur après un an. Fait que là, ces temps-ci, je peux pas prendre le transport en commun, je vais pas en ville. Fait que je prends beaucoup, beaucoup de marches, au moins 2 à 3 marches par jour. Euh, puis j'essaie à tous les jours de changer le trajet, de lui donner des challenges. Fait que c'est ça qui est un peu difficile de la garder stimulée pour pas qu'elle perde tout ce qu'elle sait faire. Mais ça va bien, puis c'est vraiment un bon chien. Je marche avec ma fille aussi des fois, puis elle s'ajuste, elle marche plus lentement. C'est tellement agréable, je trouve, d'avoir un chien guide. J'ai longtemps hésité parce que je vois encore un peu comme beaucoup de gens dans notre société, on voit un peu sur le côté, puis parfois
je suis capable un peu d'utiliser ma vision, mais le chien me permet vraiment de marcher rapidement, puis avec plus de confiance, fait que j'aime ça. Et puis, on a fait récemment la course aux pattes, qui était une levée de fonds virtuelle, comme une course 5K, une course 5 km, mais virtuelle. Fait que les gens pouvaient s'inscrire et soit juste marcher à l'extérieur ou même à l'intérieur si on ne pouvait pas sortir, monter et descendre l'escalier, danser, euh, faire des jumping jacks. On pouvait faire n'importe quoi pendant un certain, je pense, à peu près 45 minutes et lever des fonds pour INCA pour qu'on ait plus de chiens guides au Québec et au Canada. Euh, C'était quand même un bon succès. On a réussi à amasser plus de 30 000 puis c'était aussi vraiment plaisant. C'était une façon de faire bouger les gens. Fait que c'est ça notre challenge ces temps-ci aussi, d'essayer de trouver des moyens, le fun pour impliquer les gens puis leur donner des façons de continuer à nous encourager. Mais c'est vraiment un programme très important de l'École de chien guide d'INCA qui existe juste depuis 2 ans parce qu'il n'y a pas assez de chiens guides au Canada. Il y a encore 70% des personnes aveugles qui vont à l'extérieur du Canada, aux États-Unis surtout, pour avoir un chien guide. Nous, on croyait vraiment qu'il fallait avoir une option de plus parce que les chiens aux États-Unis n'ont pas connu l'hiver. Hein? Fait que c'est là que c'est important d'avoir des chiens qui ont déjà vu de la neige et tout. Fait qu'on voulait offrir une option de plus, même si on sait qu'on ne sera pas la solution. C'est pas nous qui va offrir le 70% de chiens qui manquent, mais on essaie d'améliorer la situation au Canada, ça c'est certain. Mais vous avez eu un des premiers chiens guides INCA, n'est-ce pas? Oui, on était rendu à une quarantaine de chiens quand j'ai eu le mien. Fait que c'était pas le premier, mais j'ai eu le premier au Québec. C'est ça. Fait que là, je suis vraiment chanceux. Et puis ça a pris du temps. J'ai attendu presque 1 an avec notre école. Mira aussi, c'est long, l'attente, mais c'est important parce qu'il faut qu'il trouve le bon chien pour ma personnalité ou je sais pas quoi. Puis, est-ce que c'est plus cher d'avoir un chien guide des États-Unis? À ma connaissance, non, parce que c'est toujours gratuit un chien guide. Les écoles ont la philosophie qu'on ne paye pas pour le chien. Mais là, quand on vient du Canada, il faut payer nos frais de voyagement et tout ça. Donc, la plupart du temps, je dirais même je pense que j'ai jamais rencontré de cas où c'était pas fait. C'est le Club Lyon qui va financer le voyage de la personne. Fait qu'on on a juste à faire une demande au Club Lyon et puis là, ça va. Puis, il y a beaucoup d'écoles de chiens guides qui ne payent pas la nourriture. Fait que c'est plus là qu'on va devoir payer la nourriture ou payer le vétérinaire. Mais au Québec, il y a un fonds d'aide du gouvernement. Il y a une allocation mensuelle de, je ne me souviens plus du montant parce qu'il vient de monter, heureusement. Dernièrement, on a réussi à faire monter le montant mensuel pour les chiens guides à, je pense, 1400 par année. Fait que ça l'aide à payer le vétérinaire puis la nourriture. Puis si le chien a un accident, ça nous est arrivé qu'un chien se fasse frapper par une voiture, par exemple, mais là, INCA va aider à payer pour le vétérinaire ou des choses comme ça. On a un fonds d'aide pour les urgences. Quand tout est partout, les gens payent très peu pour leur chien. OK, super. Puis, votre bureau à Montréal, est-ce que vous connaissez quand ça va réouvrir, comme partie de la relance et puis l'ouverture de l'économie à Montréal? Je sais que la situation présentement à Montréal, c'est un peu différent que le reste de la province. Est-ce que vous avez reçu des conseils? Ben, nous, on suit les conseils du ministère de la Santé et de la Santé publique. Et puis, bon, si je parle rapidement du reste du Canada, on a des bureaux un peu partout qui commencent à ouvrir. Comme au Manitoba, la situation est beaucoup moins pire qu'au Québec. Mais au Québec, j'ai décidé de ne pas prendre de chance. Euh, on n'a pas de date de retour. Actuellement, on est fermé au public parce qu'on ne veut pas mettre nos employés à risque. La plupart de mes employés vivent avec... la plupart de mes employés sont aveugles, donc ils doivent prendre le transport en commun. Tout ça. Je ne veux pas les mettre à risque. Je ne veux pas mettre notre clientèle à risque. Fait que je me suis dit,
je vais attendre tant et si longtemps qu'on n'a pas besoin de faire des activités sur place. Je pense qu'on peut continuer de façon virtuelle. Puis je pense pas que ça serait nécessairement agréable une formation sur place à nos bureaux où est-ce que tout le monde est obligé de se désinfecter puis porter un masque, qu'il y a plein de protocoles de sécurité à suivre. Ça sera pas très plaisant. Fait que je suis pas pressé à ouvrir. Puis je vous dirais même qu'une fois que tout le monde commence à ouvrir, je pense que je vais attendre 2 semaines juste pour voir comment ça se passe. Bon, là, c'est peut-être ma décision personnelle qui rentre en ligne de compte, mais j'ai quand même un peu peur d'une deuxième vague de COVID. Je veux pas prendre de chance. Fait que je suis prudent, je prends mon temps, puis je suis ce que le gouvernement recommande. Fait que pour le moment, on n'a pas de date de retour. Puis suivez-nous sur Facebook, inscrivez-vous à notre infolette parce que vous allez avoir l'information au fur et à mesure qu'elle sort. Je veux peut-être juste faire un retour au NOHL pour terminer notre conversation. Puis, je me demandais, est-ce que dans votre quotidien, vous rencontrez plusieurs personnes avec la maladie? Actuellement, dans mon travail de directeur d'INCA, j'en rencontre pas beaucoup. La maladie de Lebert, c'est quand même une maladie plus rare. Fait que je pense que c'est simplement pour cette raison-là. L'autre partie de la raison, c'est qu'il y a beaucoup de gens dans notre situation qui perdent la vue plus vers l'âge adulte de 20 à 30 ans. Et puis la triste réalité dans le milieu de la réadaptation visuelle, c'est qu'il y a moins de services pour ce groupe d'âge-là. À cause qu'il y a plus de gens qui perdent la vue à un âge avancé, comme 50 ans et plus, et puis il y a plus aussi des gens qui perdent la vision à la naissance. C'est plus là, comme un exemple, je vais vous donner, dans un centre de réadaptation au Québec, pas pour les nommer parce que ça ne sert à rien, là, ils font tous un bon travail, mais il y a peut-être, on va dire, 20 intervenants pour les aînés, mais juste quelques-uns pour les adultes. Fait que ça cause des problèmes, puis je pense qu'à cause de ça, ils viennent bien moins vers nous. Mais dans mon autre travail avant, je travaillais pour une compagnie qui fabriquait des lunettes électroniques pour les personnes malvoyantes. Là, j'en rencontrais beaucoup. Et puis, j'allais une fois par année à une conférence aux États-Unis sur le LHON ou le NOHL. Puis c'est plus par ces conférences-là que j'en rencontrais. Puis c'est pourquoi je veux tellement plus m'impliquer avec la société au Canada puis venir à vos conférences parce qu'on n'a pas beaucoup la chance de se rencontrer. Ouais, non, c'est certain. Puis, c'est une des meilleures choses des conférences. J'étais à 2 conférences aux États-Unis, puis on en a eu 2 au Canada. Puis la meilleure affaire, c'est que apercevoir les gens qui se rencontrent, c'est vraiment la meilleure partie de la conférence, pour moi au moins. De savoir qu'on n'est pas les seuls à trouver ça frustrant. Ouais, et puis il y a plein de gens qui viennent à nos conférences, puis c'est la première fois qu'ils rencontrent quelqu'un d'autre avec la même maladie. C'est vraiment une chose vraiment, vraiment spéciale. Moi, ça m'a beaucoup aidé de savoir que d'autres personnes comme nous vont utiliser une montre qui parle ou de savoir quel genre d'outils ou de solutions qu'ils ont trouvé pour eux. Ça me fascine toujours. Puis ça, c'est une autre affaire qui peut être intéressante pour les gens aussi. C'est notre conférence Point de connexion. C'est une conférence qui est sur 2 jours. Ça parle de l'emploi. C'est le 16 octobre cette année, c'est la journée sur l'emploi. Puis le 17 octobre, la journée générale sur les technologies qui existent pour les personnes aveugles. Ça aussi, c'est une autre façon de rencontrer d'autres gens qui sont dans une situation semblable, mais pas nécessairement NOHL. C'est bien Puis ça se passe à Longueuil, n'est-ce pas? Oui, normalement, on alterne entre Québec et Montréal, puis c'est souvent à Longueuil, à l'hôtel Sandman. Mais cette année, on a pris la décision difficile récemment de faire la conférence virtuelle. Fait qu'il y aura cette année, à cause du COVID, ça ne se fera pas en personne. Puis on travaille très, très fort à recréer la même expérience parce que je veux pas que ça soit juste une série de webinaires qu'il faut que vous soyez assis devant votre ordinateur pendant 4 heures ou 8 heures de temps, ça va être vraiment plate. Je veux recréer l'expérience que les gens peuvent interagir entre eux,
que les gens peuvent juste prendre un break ou décider juste de se promener un peu dans la conférence. Fait que on travaille très fort en ce moment à recréer le plus possible une belle expérience. Fait que c'est une raison de plus pourquoi ça va valoir la peine de participer. Puis ça, c'est le 16 et 17 octobre. Je dirais une chose vraiment importante pour tout le monde qui écoute ça aujourd'hui. Si vous voulez vraiment être informé sur tout ce qu'on fait, allez sur notre site web inca.ca. Puis au bas complètement de la page, vous pouvez vous inscrire à notre infolettre. Fait que là, vous allez connaître toutes nos activités et la conférence. Et puis aussi, vous pouvez toujours nous appeler au 1-800-465-5482. Une façon facile de s'en souvenir, c'est 1-800-465-INCA. Et là, appelez-nous, puis ça va nous faire plaisir de vous dire, on a des services pour tous les groupes d'âge, pour le début de la perte de vision, pour s'ajuster le psychosocial avec tout ça, apprendre à utiliser l'ordinateur, un iPhone, s'impliquer juste pour des soirées cinéma ou des activités, le fun. Il y en a vraiment beaucoup, je pourrais en parler pendant longtemps. Fait que c'est mieux de nous appeler, de vous informer par l'infolette. Puis si jamais on fait quelque chose ou on ne fait pas quelque chose que vous voudriez, appelez-nous pour nous le dire. On veut le faire selon vos besoins. Et puis, il y a parfois des choses que vu qu'il y a moins de demandes, ben, on va le faire, mais de façon individuelle. Comme par exemple, si un entrepreneur au Québec veut se partir d'une compagnie, ben moi, je vais prendre mon temps à moi pour vous aider, vu qu'on n'a pas assez de ressources pour faire un programme à temps plein. Fait que n'hésitez pas à nous appeler, de communiquer avec nous, on est là. Super. Ben, David, la semaine dernière, j'ai lancé un défi à la communauté NOHL sur Facebook en leur demandant de partager une vidéo en donnant une introduction, puis aussi en donnant un conseil pour le reste de la communauté. Alors, je te lance le même défi, puis je te demande, c'est quoi le numéro un conseil que tu donnerais à les autres qui vivent soit avec la maladie ou qui sont partie de la communauté? C'est une bonne question. Et puis, après plusieurs années de réflexion, je pense que je sais c'est quoi la réponse. Moi, mon plus gros conseil à n'importe qui parle à la vue ou n'importe qui vit quelque chose de très difficile, mais bref, on va se limiter ça à nous, là. Moi, j'ai réalisé là, qu'il ne faut pas avoir peur de demander de l'aide. Puis ça va avoir l'air un peu contradictoire, mais moins on a envie de demander de l'aide, plus c'est une bonne chose de n'en demander. Dans le sens que on en demande juste si on a besoin. Si vous n'avez pas besoin d'aide, demandez-en pas, mais il ne faut pas avoir peur d'en demander. Puis c'est quoi, à un moment donné, quand je sortais avec mes amis, par exemple, au début, tout le monde me suivait tout partout. Attention, David, il y a un escalier, attention, attention. Mais là, à un moment donné, j'ai dit, hey, laissez-moi tranquille, là. Si j'ai besoin d'aide, je vais vous le demander. Fait que faites-moi confiance, laissez-moi aller, puis vous pouvez être sûr que si je me sens pas bien, je vais demander de l'aide. Puis à partir de là, ça a bien été, parce que les gens autour de moi ont arrêté de se stresser pour moi, parce qu'ils savaient que je vais demander de l'aide si je n'ai besoin. Fait que si vous voulez être vraiment autonome, demandez de l'aide si vous en avez besoin, puis les gens vont comprendre que si vous n'en demandez pas, c'est parce que vous n'avez pas besoin. Puis là, vous allez avoir la paix, puis vous allez pouvoir être autonome. Mais si vous ne le demandez jamais, puis vous vous faites mal parce que vous n'avez pas demandé, là, les gens vont s'inquiéter pour vous. Fait que c'est vraiment ça mon conseil le plus important. Puis à un moment donné, on finit par aimer ça aussi, se faire aider. C'est sûr que je suis capable de faire mon épicerie tout seul, mais c'est beaucoup plus plaisant d'y aller avec quelqu'un puis de se faire aider. C'est plus rapide aussi. Fait que, ayez pas peur de demander de l'aide. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas bon ou pas capable. En fait, ça montre le contraire, je vous dirais. C'est un bon conseil, puis je suis 100% d'accord. Puis, ben, c'est toutes les questions que moi, je voulais te demander, David, mais je te remercie beaucoup et j'espère que vous serez quand même capable l'année prochaine d'être le maître de cérémonie pour notre conférence que nous planifions encore avoir à Montréal, mais on doit juste voir avec la situation du COVID, qu'est-ce qui va se passer
et puis quand est-ce qu'on serait capable d'avoir des regroupements. OK. Mais nous espérons de quand même avoir de partager des vidéos virtuelles parce que quand même, comme notre conversation ici, c'est vraiment de la bonne information. Puis, il y a plein de gens qui sont chez eux et qui cherchent des vidéos et puis des conseils, d'informations. Donc, on est quand même capable de leur rendre service présentement dans la situation actuelle, même si on n'est pas capable d'avoir des regroupements de conférences. Mais ça changera un jour. Et puis, j'espère que l'année prochaine, on aura le go-ahead. Et puis, Ouais. on va être quand même capable d'avoir la conférence. Parce que honnêtement, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est vraiment la chance de rencontrer des autres personnes. C'est une des meilleures expériences qu'on peut offrir. Je suis d'accord. Puis j'espère moi aussi que tout va bien aller. Vous pouvez absolument compter sur moi. J'ai hâte de faire ça. J'ai hâte de vous rencontrer, puis tous les membres de NOHL. Puis je dirais en même temps à la société NOHL, puis tous ses membres, si vous avez besoin de moi, si je peux faire quoi que ce soit pour vous, ou si la Fondation INCA peut faire quoi que ce soit, n'hésitez pas de communiquer avec nous. Si vous avez des questions pour moi, je vais me rendre disponible. Je suis vraiment là pour ça. Je ne veux pas être le directeur qui est dur à rejoindre, malgré que des fois, ça me prend du temps à répondre, mais je veux être là pour la communauté. Je veux être là pour vous. N'hésitez pas. Puis, merci beaucoup d'avoir pensé à moi. Puis, ça me fait vraiment plaisir. Super. Merci beaucoup, David. Merci, Kevin.